On va enchaîner sur ce sujet. C'est marrant. C'est marrant, mais c'est aussi sérieux. Parce que le Premier ministre israélien... du prix Nobel. Hein. Mais c'est bien de ça dont je parle aussi, mon cher Eric Revel. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a annoncé avoir présenté la nomination de Donald Trump pour le prix Nobel de la paix. Il l'a annoncé hier soir au président américain lors d'un dîner à la Maison-Blanche. Je vous propose d'écouter Benjamin Netanyahou. À l'heure où nous parlons, il rétablit la paix, pays après pays, région après région. Alors je voudrais vous présenter, Monsieur le Président, la lettre que j'ai envoyée au comité du prix Nobel. Elle vous propose pour le prix Nobel de la paix, que vous méritez amplement et que vous devriez obtenir. Et alors, j'ai envie de dire, Patrick Martin-Genier, quelque part, c'est pas complètement absurde. Il a un bilan, quand même, Donald Trump, sur certains sujets, la médiation entre l'Inde et le Pakistan. On voit même que le Pakistan a proposé, justement, sa nomination pour le Nobel de la paix entre l'Égypte et l'Éthiopie, les accords d'Abraham également, la pression qu'il met aussi, quelque part, pour un cessez-le-feu à Gaza ou encore en Ukraine. Alors, est-ce qu'il peut l'avoir ou, comme il le dit, c'est réservé aux gens de gauche? Parce que là aussi, c'est ce qu'a répondu Donald Trump à Benjamin Netanyahou. Vous savez, je ne l'aurais pas. C'est réservé aux gens de gauche. Moi, ce n'est pas possible. Non, je crois qu'il y a un comité du prix Nobel de la paix. Je crois qu'ils sont 6. On dit que certains sont orientés politiquement. Mais il est fou furieux parce que donc Barack Obama l'avait obtenu au bout de quelques mois d'exercice de son mandat. Il est jaloux. Mais il y en a d'autres qui l'avaient obtenu. Shimon Peres, Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Rappelez-vous les accords. Il l'avait eu parce qu'il y avait vraiment un élan de paix. Donc quand vous dites que effectivement, c'est pas complètement idiot qu'il puisse l'obtenir. Lors de son premier mandat, il a fait quand même quelque chose de très important. C'était les accords d'Abraham quand même, qui avaient permis, avec les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et ensuite c'était au Soudan et le Maroc, de stabiliser la région. Parce que cet accord permettait, expliquer pour peut-être nos auditeurs et nos téléspectateurs qui ne le savent pas, mais de reconnaître... Bien sûr, il y avait une coopération, la reconnaissance de l'État d'Israël et surtout la sécurité de l'État d'Israël, vivre en paix, en contrepartie de pays qu'il reconnaissait et bien évidemment une coopération économique renforcée tant avec Israël qu'avec les États-Unis. Et là, il veut renforcer. J'ai lu la presse israélienne récemment. Son conseiller spécial, M. Witkoff, veut effectivement élargir ses accords d'Abraham. Donc s'il réussissait sur ce point, pourquoi pas? Parce que ça permettrait de renforcer. D'une part. D'autre part, ce qui s'est passé en Iran, c'est quand même très important. Parce que, certes, c'est le Premier ministre israélien qui a commencé à bombarder. Pourquoi? Parce que l'existence d'Israël était en danger. Et avec les bombardements faits par les États-Unis sur les usines d'enrichissement d'uranium, notamment Fardo et Natanz, ça montre bien aujourd'hui que l'Iran ne constitue plus, en tout cas à court terme, voire à moyen terme, un danger existentiel pour Israël. Donc, effectivement, je crois qu'il y a eu des choses importantes. J'étais un des premiers à dire que la diplomatie de Trump, lors du premier mandat, n'était pas aussi catastrophique que certains le voulaient bien le dire. Et par conséquent, voilà, c'est un geste, mais il faudra aller plus loin. Il faudra effectivement qu'il y ait véritablement un accord de cessez-le-feu entre Gaza et Gaza, le Hamas et Israël. Il faudra qu'il y ait une solution politique à terme, parce que une chose est importante, c'est les gens qui obtiennent le prix Nobel de la paix, ce sont ceux qui ont pu effectivement promouvoir une vraie solution politique, qui ont fait de l'humanitaire, comme Jimmy Carter l'avait fait, vous voyez. C'est une action au long cours, et je crois qu'il est sur la bonne voie, mais pour l'instant, ça ne suffit pas. Joachim Le Floch. Vous avez raison de rappeler ces éléments et d'apporter un peu de nuance dans un débat qui en manque cruellement, parce qu'il y a en France une sorte d'anti-Trumpisme qui tient lieu non pas de pensée, mais de passion qu'il faut, je crois, combattre si on veut y voir plus clair sur ces réalités-là. Maintenant, il y a une forme de cohérence malgré les revirements trumpistes. Trump avait fait un grand discours de politique étrangère, le candidat Trump, pendant sa campagne électorale en avril 2016 à Washington, où il avait dit « ma politique étrangère sera imprévisible ». Je crois qu'on est en plein là-dedans, que ce soit sur le dossier iranien, que ce soit sur Gaza, que ce soit sur la guerre russo-ukrainienne. Sur le rapport à la paix, en effet, il a été élu sur la promesse de mettre fin aux guerres sans fin. C'est aussi ça qui a expliqué le choix de son vice-président J.D. Vance. Et je pense que certains en Europe, qui sont une sorte de fuite en avant occidentaliste, va-t-en-guerre, ferait bien de méditer ça et de voir qu'au bout d'un moment, si vous voulez, il faut aussi que les armes cessent et que les négociations soient au rendez-vous. Il y avait eu des négociations à Istanbul au printemps 2022. Peut-être que si on avait été un peu plus enclin à discuter avec la Russie à ce moment-là, fût-elle l'agresseur, il n'y a pas de débat là-dessus, on aurait évité le gâchis humain terrible des 1,4 million de victimes.